Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, une émission spéciale Monaco. En principauté, le nouveau musée national de Monaco fait la part belle à l'art contemporain, une jolie découverte. Dans un prestigieux établissement monégasque, le sommelier Patrice Franck revient sur l'histoire d'une cave pas comme les autres. Avec sa collection croisière 2022-2023, Virginie Viard fait vibrer la Riviera pour Chanel. L'Atelier des Jeux nous partage aujourd'hui ses savoir-faire précieux qui s'exposent dans le casino de Monte-Carlo. Et avant de rencontrer le sommelier Patrice Franck, tout de suite point de vue. Celui qui en a fait voir de toutes les couleurs à la cour du roi Louis XV, c'est Jean-Marc Nattier. Portraitiste du XVIIIe siècle, il avait pour habitude de faire usage d'un bleu bien particulier. Cette teinte spécifique entre le bleu marine et le bleu roi porte aujourd'hui le nom de son créateur, le bleu Nattier. Loué pour sa palette chromatique élégante, il faisait usage de cette couleur caractéristique pour parer les femmes de robes ou d'étoiles vibrantes. On peut désormais observer ses œuvres dans les plus grands musées du monde. Navigateur et humaniste, c'est sur les flots du globe qu'Albert Ier, prince de Monaco, navigua avec ardeur. Animé par un idéal de paix et de justice, ce monarque savant dirigea de nombreuses campagnes scientifiques. Dans cet ouvrage, on revient aussi sur le parcours de cet homme visionnaire qui se passionna pour une science nouvelle, l'océanographie. Ses aventures par les océans sont illustrées grâce à des croquis ainsi qu'à de nombreuses photographies issues de fonds monégasques et français. Les machines à sous voient le jour à la fin du XIXe siècle à San Francisco. Œuvre du mécanicien Charles-Auguste Fay, il perfectionna l'un de ses modèles pour créer la Liberty Bell, une machine à rouleau où figuraient des symboles comme le carreau, le cœur, le pic, le fer à cheval, mais surtout la cloche de la liberté. La réussite de celle-ci tenait notamment sur la possibilité d'obtenir des milliers de combinaisons. Malheureusement, il ne déposa pas de brevet pour son invention, laissant la porte ouverte à la concurrence. Dans un écran Belle Époque, le nouveau musée national de Monaco présente des collections qui rendent hommage à l'histoire artistique du rocher. La Villa Sauber a un peu plus de 100 ans. C'est une commande de la famille Blanc, qui est une famille très importante à Monaco, puisque c'était les concessionnaires de la Société des Bains de Mer, qui étaient à l'origine du casino, de l'opéra. Et donc la commande a été passée au début du XXe siècle, donc au tout début des années 1900, et qui a accueilli bien plus tard, dans les années 70, d'abord un musée des poupées et des automates, et qui est devenu, au début des années 2000, le nouveau musée national de Monaco, qui compte deux villas, donc la Villa Sauber et la Villa Paloma, qui se trouve près du jardin exotique, à l'autre bout de la principauté. Arborant fièrement ses couleurs Belle Époque, la Villa Sauber trône sur la principauté de Monaco depuis le siècle dernier. Une architecture marquée qui fait écho à l'opéra du Casino de Monte-Carlo, construit à la même période par Charles Garnier. Il est intéressant de voir qu'il y a une filiation entre cette architecture, la Villa Sauber et l'Opéra de Monte-Carlo. On retrouve ces deux pignons, des toitures en zinc qui marquent le vocabulaire architectural de l'Opéra de Monte-Carlo. Une architecture qui s'harmonise avec des collections d'art contemporain parsemées dans le parc de la Villa. Car avant de rentrer dans le musée pour découvrir les expositions temporaires, une déambulation dans le parc s'impose pour y apprécier les œuvres permanentes exposées. On y retrouve un néon, une voiture, des pots de terre cuite et également ces étranges bancs. On trouve ici un banc comme on pourrait, enfin pas tout à fait comme on pourrait le retrouver dans un parc habituel. L'idée est de faire réagir, évidemment. On est dans un lieu, dans un musée, et de réagir différemment à ce qui nous semblerait visuellement familier, mais qui ne l'est pas. Et c'est tout le travail de cet artiste Jeppe Heijn qui a créé ces bancs en 2015 et qui est à l'image de toutes les collaborations qu'on peut mettre en place au musée, justement pour, dans un lieu patrimonial, apporter un regard contemporain sur un étant donné qui, lui, est beaucoup plus ancien. Des collaborations qui répondent à une vaste collection de plus de 10 000 pièces, acquises notamment grâce à la Société des Bains de Mer de Monaco.
Si l'ensemble est impressionnant, le fonctionnement du musée l'est tout autant. Car s'il possède autant de trésors du patrimoine monégasque, ceux-ci ne sont pas visibles de manière permanente, mais essentiellement présentés lors d'expositions temporaires en dialogue avec des œuvres extérieures au musée. On compte à peu près 10 000 objets, dont un grand nombre racontent l'histoire de Monte-Carlo et de Monaco, puisque nous sommes dépositaires d'un fonds très important de la Société des Bains de Mer, qui compte plusieurs centaines de maquettes de travail et de présentation, de ballets, d'opéra, des costumes de scène, notamment des ballets russes de Monte-Carlo, puis des ballets de Monte-Carlo, et qui ont trait évidemment à l'histoire de la principauté, qu'on active régulièrement, mais aussi avec d'autres prêts qui proviennent de collections nationales étrangères ou de collections privées. La dernière collection privée mise en lumière, celle du travail du photographe Helmut Newton. Ce qui est intéressant avec Helmut Newton, l'exposition Newton-Riviera, c'est qu'elle est à l'image des programmes d'exposition qu'on envisage pour le musée, c'est-à-dire quand l'universel ou des grands artistes rencontrent Monaco. Et c'est vraiment le cas de Newton, qui s'est installé ici au début des années 80 et qui a vécu plus de 20 ans. C'est une des plus grandes figures de la photographie, ça dépasse même la photographie de mode. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec cette exposition, retracer comme une forme d'exposition rétrospective, mais sous le prisme de la Riviera, de cette géographie qui l'a beaucoup inspiré et avec laquelle il a contribué à définir une imagerie de la Côte d'Azur et de la Riviera. Un musée pas comme les autres qui expose de nombreux médiums et qui crée un dialogue plus fréquent entre collaboration, héritage monégasque, collection privée ou nationale, avec toujours le même fil conducteur, l'histoire d'amour entre l'art et Monaco. Patrice Franck nous partage son amour de la sommellerie et des nectars précieux. Un voyage envoûtant sur la route des vins. Là, on est sur quelque chose qui est bien équilibré avec un joli fruit croquant et dominant. On a une bouche qui est très large, quelque chose qui est très agréable, qu'on mariera sans problème avec une cuisine libanaise, bien entendu, mais aussi même avec une cuisine un petit peu plus européenne comme la nôtre et du bassin méditerranéen. Je pense à des carrés d'agneau qu'on fait au restaurant, je pense à des canards à la presse qu'on fait, je pense aussi de manière beaucoup plus classique avec une très belle côte de bœuf avec des pommes soufflées comme on peut le faire au restaurant. Enfin, c'est un mec qui est très harmonieux et très élégant. Si petit, on avait dit à Patrice Franck qu'il serait un jour sommelier, il n'y aurait probablement jamais cru. Sportif de haut niveau puis étudiant en droit, c'est après un job d'été qu'il découvre le vin et décide de quitter les bancs de la fac et des vestiaires de rugby pour devenir sommelier. Il y a plus de 20 ans, il s'installait à Monaco et prenait la direction de la plus grande cave de vin privée au monde, à l'Hôtel de Paris. Une cave au service de tous les restaurants détenus par la Société des Bains de Mer. J'ai pu confectionner le menu avec le chef. On est sur un homard rafraîchi en entrée. Ensuite, un risotto à la truffe d'Alba, la truffe blanche. Blanc, on peut partir sur la Bourgogne. Il faut que je consulte les stocks pour voir exactement ce qu'on a sur 82, mais ça, je pense qu'on n'a plus grand-chose. On peut partir sur un jaune vin, sur un Meursault, sur un Puligny, oui, qui peut aller avec le plat. On a des choses comme Cheval Blanc 82 aussi qui pourront aller avec le plat. On a Aubryon aussi en 82. Une cave de plus de 350 000 bouteilles dont l'histoire remonte à 1874 et qui est devenue le terrain de jeu de Patrice Franck. Il l'appréhende avec humilité et passion. C'est un plaisir et il n'y a pas de lassitude. Déjà, il n'y a pas de lassitude dans le monde du vin, parce que c'est un monde de passionnés. Et non seulement il n'y a pas de lassitude, parce que tous les ans, on reçoit un nouveau millésime. Et en plus, le vin qu'on connaissait de l'année dernière, des années passées, évolue de manière significative aussi, on va dire, par tranche d'une année. Donc en fait, voilà, on ne sait jamais rien dans le monde du vin. C'est une perpétuelle remise en question. Et puis on découvre, on va à la rencontre de vignerons pour échanger, pour discuter, pour mieux connaître le terroir. Et c'est tous ces échanges qui nous font grandir et qui nous font évoluer dans ce monde de passion. Une passion riche, car le cœur du métier de sommelier, c'est de faire appel à tous ses sens et étoffer sa palette olfactive.
La mémoire olfactive surtout se travaille beaucoup. En fait, c'est une manière un petit peu différente de vivre. Quand on va se promener dans les bois, tout le monde se promène dans les bois, mais personne ne fait attention aux odeurs, personne ne fait attention à respirer, parce que respirer c'est naturel, on en a besoin pour vivre. Et cette sensibilité olfactive, elle se travaille surtout sur un bouquet de fleurs qu'on offre, sur des citrons qu'on pèle à la maison, qu'on écrase à la maison, quand on tond la pelouse, il y a des odeurs d'herbe. Enfin, tout est propice à trouver de nouvelles palettes aromatiques. Une expérience qu'il prend évidemment plaisir à transmettre à ses équipes. C'est vraiment une mission avec le chef caviste qu'on a, c'est de retransmettre ce patrimoine. Moi, je suis plus proche de la fin que du début de mon parcours professionnel. Et l'idée, c'est de pouvoir donner à mon successeur la même chose que moi j'ai reçue, et peut-être même un petit peu plus. Et lui, après, mettra sa pierre à l'édifice, comme l'ont fait mes collègues avant moi, et puis pour faire grandir cette histoire de l'Hôtel de Paris et de la Société de Bains de Mer. Une connaissance et un héritage que Patrice Franck perpétue dans les caves de l'Hôtel de Paris, un terrain de jeu riche et gorgé d'histoire. Bonjour Patrice. Bonjour. Patrice, le vin, vous n'êtes pas du tout tombé dedans quand vous étiez petit, bien au contraire, vous étiez un sportif de haut niveau. Effectivement, jusqu'à l'âge de 21-22 ans, je jouais au rugby dans ma région d'origine que sont les Charentes, et sans aucune consommation d'alcool, axé exclusivement sur le rugby. Et c'était vraiment pas une destination finale pour moi aujourd'hui. Et quelques années d'études de droit et un job de vacances plus tard, vous avez trouvé votre vocation? Voilà, tout à fait. Après cette saison passée chez mes anciens beaux-parents, qui étaient propriétaires d'un restaurant étoilé Michelin en Charente, j'ai adoré le contact clientèle, j'ai adoré le service, j'ai adoré l'ambiance du restaurant. Et je me suis dit, allons-y, pourquoi pas moi, mettre de l'eau dans un verre ou du vin dans un verre ou porter une assiette, je dois être capable. Donc j'ai arrêté mes études de droit, je ne suis pas retourné à la fac de Bordeaux et j'ai passé les examens nécessaires pour devenir sommelier. Est-ce qu'il y avait un élément déclencheur, une émotion gustative? Quand vous avez goûté à main, vous vous êtes dit c'est extraordinaire le vin? Alors je pense que c'est plus un élément familial. Le fait de travailler avec mes anciens beaux-parents, il y avait mon ancien petit beau-frère qui était aussi en salle, enfin, toute la famille était là. Mon ex-femme travaillait à la comptabilité, donc on était tous groupés. Je pense que c'est plus l'élément du noyau familial, parce que quand on vient du monde du rugby, la cohésion de groupe, c'est quelque chose d'important. Et puis je pense que ça se retrouve aujourd'hui dans mon management avec mes équipes à l'Hôtel de Paris. Et le plaisir du vin et la découverte du vin, je pense, c'est fait après dans un deuxième temps. Alors l'Hôtel de Paris, vous êtes arrivé en même temps que le départ de la Formule 1, autant dire que c'était sur les chapeaux de roue, ici. Ça a été un départ un petit peu compliqué. Oui. Quand on arrive d'une entité même étoilée Michelin en Provence, quand on arrive à l'Hôtel de Paris en mai 2000, 4 jours avant le Grand Prix de Formule 1, et c'était en plus un des derniers très gros Grands Prix, on avait fait plus de 1300 couverts le dimanche midi, dans la salle Empire, dans les salons, dans le jardin, un petit peu partout. Et c'était juste une grosse angoisse. Alors, heureusement, l'Hôtel de Paris est une machine qui fonctionne bien et tout était déjà en place. Bon, évidemment, j'ai aidé, j'ai travaillé, mais tout était déjà organisé parce que 4 jours avant, ça aurait été juste impossible. Parmi toutes ces références de vin, parmi tous ces vins que vous goûtez, j'imagine qu'il y a des préférences, des chouchous, comme par exemple un Château Yquem de 1890. Et avec des vins aussi vieux que ça, j'imagine que c'est un autre voyage. On traverse l'histoire, il y a une autre émotion qui rentre quand vous dégustez. Exactement. C'est vrai que quand on goûte des vins qui ont passé, je pense, une trentaine d'années, on n'est plus dans l'aspect technique de la dégustation. Alors la première phase, c'est de la technicité. C'est bon, c'est pas bon, c'est structuré. Mais après, effectivement, je pense que l'émotion prend systématiquement le dessus parce que ça rappelle un événement de la vie, ça rappelle un événement de l'histoire de France ou internationale, ça rappelle un événement qui s'est passé. Et en plus, cette notion de plaisir et cette notion d'événement, on peut le retrouver pas forcément que dans des grands vins. J'ai une anecdote, on était reçu chez un vigneron il y a quelque temps dans le Languedoc et qui nous a fait une soirée dans sa manade avec son aigle. Et on goûte les vins qui nous paraissaient tous somptueux. Donc on rentre chez nous, on commande un petit peu des vins. Et quand on l'a reçu, effectivement, le vin avait
moins cette dimension grandiose que quand on l'a goûté sur place. Depuis cette expérience-là, à chaque fois, je repars avec des échantillons avant de pouvoir faire des passés commandes. Mais un vin bien fait doit forcément refléter le terroir auquel il appartient. C'est la base. Qu'est-ce que c'est un vin bien fait pour vous? Alors, un vin bien fait, c'est un vin qui est propre, sain et loyal. Je fais complètement abstraction de la notion de prix. Ça peut être un vin à 3 € parce qu'on sait ce qu'on demande à un vin à 3 €. On ne demande pas la même chose qu'une bouteille à 100 €. Mais à partir du moment où le vin ne présente pas défaut, qu'il a été bien travaillé, pour moi, c'est un vin bien fait. Patrice, comment conseiller une personne qui commence à monter sa cave? Qu'est-ce que vous leur direz? Ce qui est vraiment le plus important, c'est le stockage du vin. Peut-être encore plus que ce qu'on va mettre dedans. Parce que si la personne désire investir dans le vin, si elle met dans une cave qui n'est pas à bonne température, qui n'est pas dans les bonnes conditions, le vin va évoluer beaucoup plus vite et va s'altérer. Et quand il ouvrira sa bouteille dans 10 ans, obligatoirement, il sera déçu de ce qu'il aura reçu. Mais surtout, c'est de mettre dans sa cave des vins qui reflètent notre personnalité et qui reflètent l'état d'esprit des gens. Si on prend la classique cave, c'est un peu de champagne, 20% de champagne. On met 30% de blanc avec 15% de Bourgogne blanc et 15% de blanc d'autres régions de France. Après, on fait la même chose avec les rouges, Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône, bien entendu. Et puis, on laisse une petite marge pour les coups de cœur de la personne. C'est parfait, comme ça, on est briefé. Merci, voilà. Patrice. Merci beaucoup. La collection croisière de Chanel rend hommage à la culture monégasque et à l'affection de sa fondatrice pour le sud de la France. C'est en mode. Quand une grande maison parisienne quitte les podiums de la capitale pour les bords de la Côte d'Azur, le cérémonial du défilé prend une toute autre allure. Pour sa collection croisière 2023, Chanel déserte Paris et nous invite à Monaco sur la célèbre plage de l'hôtel Monte Carlo Beach. Dans la mythologie Chanel, la ville tient une place à part. Amoureuse de la région où a été conçu le célèbre parfum numéro 5, Coco Chanel en a longtemps célébré l'art de vivre, ce mélange de langueur, de flamboyance et d'insouciance, bercé par le soleil de la Méditerranée. C'est aussi là, dans sa villa de la Vigie, que Karl Lagerfeld aimait passer ses étés, entouré de célébrités et de la famille princière. C'est donc sur fond de nostalgie que Virginie Viard présente une collection où se multiplient les clins d'œil au passé de la marque, à commencer par des cols blancs boutonnés jusqu'au cou et des plastrons embellis en référence au célèbre uniforme de son prédécesseur. C'est celui qui, à l'aube des années 2000, s'est fait l'instigateur de ce qu'on appelle les collections croisières. Elle présente chaque année des vêtements pour la mi-saison, un rendez-vous incontournable pour les marchés internationaux en marge des Fashion Week et un enjeu commercial décisif pour les marques. Inspiré par les destinations favorites de Gabrielle Chanel, Karl Lagerfeld a fait voyager la maison de Séoul à Cuba. De retour sur les côtes françaises, Virginie Viard présente des robes vaporeuses qui bougent avec le vent, des tuniques de plage et des pantalons palazzo, pièces phares du vestiaire de la Riviera. Ici, tout est à l'équilibre entre le chic et le décontracté. Le célèbre tailleur en tweed se décline en mini-short, des robes sont taillées dans des matières de bain, les volumes rétro rappellent l'âge d'or de la Côte d'Azur, période Brigitte Bardot et la piscine. L'histoire de Chanel à Monaco croise aussi celle des ballets russes de Serge Diaghilev, exportés à Monte-Carlo, pour lesquels Coco Chanel imaginait des costumes. On les retrouve dans des chaussures en satin, inspirées des pointes des danseuses, associées à des combinaisons de pilotes ultra luxe. Virginie Viard revisite ainsi la culture sportive monégasque à grands coups de tweed, de paillettes et de casques de moto siglés. Le drapeau en damier des courses automobiles devient un imprimé abstrait et les uniformes de pilotes des tenues de fête électriques. Pour le soir, elle nous emmène au casino avec des accessoires façon jetons de jeu. Ou encore évoque les dîners mondains où les célébrités croisent les habitués du coin. Et en un défilé, la plus parisienne des maisons se met à l'heure du Sud.
Une note historique, une bonne dose d'aisance, un peu d'impertinence, qu'on la porte à Paris ou sur une plage de Monaco, Chanel reste avant tout une question d'attitude. Lieu de création et de restauration, l'atelier des jeux travaille bois précieux, métaux et tapisseries pour se mettre au service du casino de Monte-Carlo. L'atelier des jeux est né en même temps que le casino en 1863. C'est les anciens qui ont construit, les anciens ouvriers et artistes qui ont construit les cylindres, les tables de jeu, notamment la table de roulette européenne, qui est tout à fait spécifique dans ses formes. Tapisserie, ébénisterie, marqueterie, menuiserie, broderie sont autant de savoir-faire nécessaires à la création des tables de jeu du casino de Monte-Carlo à Monaco depuis plusieurs siècles. Des ateliers situés dans les hauteurs de la ville, dans un endroit tenu secret. Des espaces qui sont sous surveillance. Pourquoi? Parce qu'on a des matériels dits sensibles, que ce soit aussi bien les parties des cylindres de roulette, qui sont régulièrement démontés chez nous, changés, les pièces au niveau de la menuiserie, de l'ébénisterie, aussi bien aussi de la mécanique, mais aussi des tapis de jeu. Une partie des ateliers est consacrée à la restauration, où les tapis de jeu jugés trop abîmés ou décolorés sont changés, les bordures de table au cuir élimé reformées et les bois revernis. Une autre est dédiée à la création. Ici, une tradition bien particulière est mise au service de l'expérience de jeu. Un savoir-faire propre au casino de Monte-Carlo qui se transmet de génération en génération depuis plusieurs siècles maintenant. Depuis 1863, on pratique cette tradition de faire du tapis de laine décoloré avec de l'acide nitrique. Le but, c'est d'être toujours précis et surtout, de garder toujours la même épaisseur de trait, plus ou moins. Ce qui fait la particularité du tapis, c'est que finalement, on voit que c'est fait à la main. Avec une bande imbibée d'acide qu'il place sur un pochoir, Eric décolore la laine à l'aide d'un fer très chaud pour révéler le motif bien connu des tapis de roulette. Une dextérité primordiale, car chaque pochoir doit être bien positionné, le tracé précis et la pose du fer minutée. Une fois le tapis marqué, Eric passe le relais à Fabien qui doit l'installer et le broder. Ici aussi, chaque geste doit être bien précis. Là, je fais la mise en place du tapis, donc avec appointage, et que tout soit droit, vraiment impeccable, que chaque plateau ait les mêmes côtes et les mêmes dimensions. C'est primordial. Des étapes fréquentes car un tapis de jeu se restaure tous les 2-3 mois. L'usure des mains, l'usure des râteaux, l'usure des cartes, des jeux de cartes, des manipulations, ça amène une usure prématurée. Le verre s'enlève un petit peu, donc devient un petit peu blanc. Et sur un jeu de roulette, il y a la tapisserie, mais également l'ébénisterie. Je suis en train de poncer ce qu'on appelle une couronne numérotée. Je la ponce pour repasser une couche de finition dessus, que je vais passer juste après. Ébène, palissandre et hêtre sont autant de bois nécessaires à la création d'une couronne numérotée, un savant mélange qui apporte son lot de contraintes. Le temps de séchage de ces bois-là, c'est pas le même. Et en fait, il faut suffisamment les laisser sécher longtemps pour qu'ils ne travaillent pas une fois collés dessus. Parce que s'ils travaillent, le vernis éclate et du coup, il faut tout recommencer. La couronne poncée, Jason va pouvoir la vernir dans une cabine spéciale qui aspire les vapeurs contenues dans les vernis. Maintenant que tous les éléments de la roulette sont créés ou restaurés, ils peuvent être assemblés par Patrick. Toujours avec une grande minutie, il la remonte pièce par pièce. Donc là, une fois que tout est monté, il faut contrôler qu'il n'y ait aucun obstacle pour qui puisse gêner la partie, pour la bille quand elle tournera et qu'elle tombera. Voilà, surtout la hauteur ici entre le cylindre et la cuve. Un ballet savamment orchestré, mis au service de l'artisanat local et au goût du jeu monégasque.
Notre numéro spécial à Monaco est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye.